Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'ICM pour cette conférence sur la maladie de Parkinson. Je suis très heureux de vous accueillir et de voir que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui. C'est que le sujet vous intéresse et puis aussi que les chercheurs et les cliniciens-chercheurs qui vous font part de vos travaux arrivent à communiquer et à partager leur savoir, leur enthousiasme et leurs avancées. En tout cas, merci d'être là, merci aussi de nous soutenir et je voulais préciser que dans le cadre de la maladie de Parkinson, on a quelques soutiens, en particulier un soutien important depuis quelques années d'EDF pour monter une cohorte dont il sera question, la cohorte Iceberg. Alors, je voudrais vous dire quelques mots. D'abord, j'ai oublié de me présenter, je suis Alexis Brist, le directeur général de l'ICM. Et avant de laisser la parole aux chercheurs et aux neurologues, je voudrais vous dire quelques mots sur l'ICM, pour ceux qui ne connaissent pas encore de façon détaillée. Dire que l'ICM, cet institut dans lequel vous êtes, est le fruit d'un partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, le CNRS, l'INSERM et Sorbonne Université, qui est la nouvelle appellation de l'Université Pierre et Marie Curie. Et donc l'ICM, c'est aussi un acteur clé qui fait face à des défis. Et pour nous, il y a deux défis cruciaux. Le premier est un défi de connaissance concernant le cerveau lui-même, le système nerveux, son développement, son fonctionnement, son vieillissement, la façon dont il s'adapte à différentes situations, et puis, bien sûr, le défi du vieillissement de la population et du fait que de nombreuses maladies sont liées à l'âge, et donc la population vieillissant, on les voit de plus en plus fréquentes. Et c'est le cas des maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson fait partie. Et globalement, à un moment donné dans la population, une personne sur 8 est touchée par une maladie du système nerveux, que ce soit une maladie neurologique ou une maladie psychiatrique. Et donc, si on étend ça à l'échelle de l'Europe, et puis à l'échelle de la vie entière d'un individu, où finalement un individu sur 3 est directement touché par ces maladies, eh bien on aboutit à plus de près de 200 millions de personnes touchées, et puis un coût sociétal qui est de l'ordre de 800 milliards d'euros, qui a été estimé il y a déjà quelques années. Donc c'est un enjeu considérable du fait de la fréquence de ces maladies, de leur caractère chronique, souvent handicapant, et du coût qu'ils représentent pour notre société. Donc pour relever ce défi, l'ICM veut comprendre de quoi il s'agit et donc percer les mystères du cerveau. C'est pour ça qu'on veut comprendre comment le cerveau normal fonctionne, et ce qui va nous donner une fenêtre, une ouverture sur les dysfonctionnements qui sont associés à différentes maladies et essayer de les comprendre en profondeur. Alors à l'ICM, nous voulons développer de nouvelles sciences, et en particulier de nouvelles interfaces entre différentes sciences, la biologie, la médecine évidemment, mais aussi les mathématiques, la physique, l'informatique, qui sont très importants de nos jours pour comprendre et modéliser le système nerveux et ses pathologies. Et puis des nouveaux outils, parce que vous allez voir que pour étudier le système nerveux, on a besoin d'outils extrêmement performants pour voir le système nerveux à différentes échelles, depuis les molécules qu'il compose jusqu'au fonctionnement global du cerveau et des circuits qui sont mis en jeu pour nos activités de la vie quotidienne, des activités plus précises. Donc l'ICM, dans ce paysage, et pour comprendre le système nerveux, est un modèle qui est unique d'un côté, mais aussi très original. Parce qu'à côté des équipes de recherche qui sont au cœur de l'Institut, et puis vous allez entendre plusieurs de ces chercheurs, vous avez des plateformes technologiques. Je vous ai dit l'intérêt qu'il y avait et la nécessité à avoir des outils performants pour pouvoir visualiser, analyser
à différentes échelles le système nerveux. Mais à côté de ça, vous avez aussi des patients qui viennent côtoyer les chercheurs et les cliniciens-chercheurs à travers le centre d'investigation clinique, d'ailleurs dirigé par Jean-Christophe Corvol, qui vous parlera tout à l'heure. Centre d'investigation clinique qui permet donc à des patients de participer à des protocoles de recherche et de bénéficier aussi des explorations qui sont réalisées sur les plateformes de l'Institut. La dernière dimension qui fait de l'ICM un modèle unique et original, c'est l'existence d'une pépinière d'entreprise, j'y reviendrai tout à l'heure, qui accueille des startups issues des recherches de l'ICM ou venant de l'extérieur, qui viennent développer finalement de nouveaux outils, de nouveaux produits grâce au savoir-faire des plateformes et des équipes de l'ICM. L'ICM est aussi placé au cœur de cet hôpital historique, la Pitié-Salpêtrière, et ça lui donne une dimension très importante dans le domaine de l'étude des maladies du système nerveux, dans la possibilité de faire travailler ensemble des cliniciens-chercheurs et des chercheurs, puisque les cliniciens-chercheurs viennent de l'hôpital. Et donc, vous avez ici un écosystème particulièrement favorable pour faire une recherche performante sur les maladies du système nerveux. Donc l'implantation stratégique au cœur de cet hôpital où les maladies neurologiques sont particulièrement bien connues, la taille de l'Institut, le fait que 700 personnes travaillent à l'heure actuelle dans cet institut, ces équipements de pointe sur les plateformes, etc. Et la recherche ici, à l'ICM, elle est décloisonnée. Nous jouons sur 5 piliers. Le premier, c'est l'attractivité. Et vous allez voir que en quelques années, nous avons pu attirer des chercheurs de grand talent, en plus de ceux qui existaient sur notre site, et qui viennent tous de centres de recherche internationaux. Donc une forte attractivité, c'est le premier succès de l'ICM. Ensuite, c'est une recherche qui n'est pas seulement une recherche fondamentale, c'est une recherche aussi translationnelle qui permet de faire des allers-retours entre les patients pour comprendre les maladies et puis les modèles qui peuvent être développés par les chercheurs, vous allez en avoir des exemples tout à l'heure, qui permettent de mieux étudier les processus pathologiques et puis de les confronter avec la réalité de ce qui se passe chez les patients. Donc cette recherche est faite d'aller-retour entre le patient et le laboratoire, qui permet d'aller plus vite et surtout d'aller dans la bonne direction. Cette recherche est multidisciplinaire, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, à côté des chercheurs, des médecins, des ingénieurs, des biologistes, il y a des mathématiciens, des informaticiens qui travaillent dans cet institut et c'est de plus en plus précieux. Cette recherche est aussi transversale. La taille de l'Institut, la masse critique de chercheurs nous permet d'aborder plusieurs questions, de travailler sur différentes pathologies et ainsi d'éclairer une pathologie avec des résultats qui peuvent être obtenus dans une autre. Par exemple, dans les maladies neurodégénératives, on a des points communs, même si chacune est différente. Et tout ça peut nous aider à avancer. Enfin, la recherche à l'ICM est innovante. Et l'innovation, elle se traduit par des développements. Et l'idée, ce n'est pas de s'arrêter aux découvertes, c'est d'aller vers les applications. Et c'est l'objectif, en particulier, de l'incubateur, qui est là pour développer finalement des solutions, des produits qui vont permettre de mieux prendre en charge, de mieux traiter les maladies du système nerveux. L'ICM est bien sûr établi dans un réseau international. Vous avez ici quelques-uns des centres avec lesquels nous avons des relations institutionnelles, des collaborations, mais il y en a bien plus. Chaque équipe a de nombreuses collaborations, elle est impliquée, elle est insérée dans un tissu international, à la fois de compétition et de collaboration. Donc que fait l'ICM? Eh bien, il a pour objectif de comprendre le fonctionnement du système nerveux, sa plasticité, son développement et finalement comment le système nerveux produit ce qui fait de nous
des personnes capables de communiquer, de penser, d'avoir un pouvoir d'abstraction, de réfléchir, d'avoir des émotions, etc. Ensuite, pour les maladies, il s'agit d'être capable de diagnostiquer mieux les maladies, de prédire leur évolution à travers une analyse fine de ces maladies, de rechercher des facteurs qui vont permettre de déterminer le pronostic, améliorer le diagnostic pour une médecine qu'on appelle une médecine de précision. Enfin, c'est grâce à ces recherches effectuées en amont, c'est de trouver véritablement des solutions thérapeutiques, des nouvelles cibles qui peuvent être identifiées, qu'on va essayer d'adresser, de cibler pour ralentir ou stopper le processus de la maladie. Donc notre capacité aussi à réparer et à traiter les maladies du système nerveux. Donc pour réussir ça, nous avons rassemblé ici 28 équipes de recherche. Vous avez ici la dizaine d'équipes nouvelles que nous avons recrutées grâce à notre conseil scientifique international au cours des dernières années, qui viennent enrichir notre écosystème et qui viennent dynamiser notre recherche. Ces chercheurs s'appuient sur des plateformes, je vous l'ai dit, technologiques de pointe dans différents domaines, depuis la molécule jusqu'à l'IRM, par exemple, qui nous permet de voir la structure du cerveau, mais aussi son fonctionnement, et puis plein d'autres plateformes qui permettent d'aborder sous différents angles le système nerveux normal et pathologique. Et puis Jean-Christophe Corvol vous dira peut-être un mot du centre d'investigation clinique qu'il dirige, qui permet, dans des conditions vraiment optimales, de tester de nouveaux traitements, d'essayer de comprendre mieux les maladies au lit du patient, avec des locaux dédiés, du personnel formé à la recherche clinique et une centaine de projets de recherche, de protocoles de recherche clinique qui se déroulent chaque année ici à l'ICM. Le dernier élément concerne l'incubateur, cette pépinière qui est localisée à l'Institut, qui nous permet d'établir des collaborations de recherche entre ces jeunes entreprises et les plateformes ou les équipes de l'ICM, qui permettent vraiment d'accélérer leur développement. Et actuellement, il y a une quinzaine de startups qui travaillent à l'ICM dans différents domaines pour développer soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux, soit des outils connectés pour la santé connectée, digitale, et qui travaillent donc vraiment avec nos équipes. Et cette pépinière a été un tel succès que depuis l'année dernière, nous sommes agrandis dans le cadre de Station F, le très grand incubateur qui est localisé à quelques centaines de mètres d'ici, et dans lequel l'ICM est le premier partenaire santé. Pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur les réalisations, puisque c'était le projet, le concept. Vous avez vu que de nouveaux chercheurs sont arrivés de très bon niveau. Et au fil des ans, l'ICM a acquis une notoriété scientifique qui se renforce régulièrement. Au niveau national, c'est le premier centre de recherche dans le domaine des neurosciences et des maladies du système nerveux. C'est plus de 1500 publications depuis la création de l'ICM, donc un fort impact. Et nous avons récemment eu les résultats d'une étude de l'impact des publications de l'ICM à l'échelle mondiale. Et nous avons eu le plaisir de constater que dans le domaine de la neurologie, l'ICM est classé second sur 35 instituts nationaux et internationaux. Donc une très bonne place, une très belle place par rapport aux plus grands mondiaux dans le domaine de la neurologie, et tout ça grâce à la qualité de la recherche, grâce à la masse critique et à l'environnement qui a été créé ici, et donc aussi grâce à vous. Cette recherche aboutit aussi à des résultats, pas seulement à des publications. Et je pense que parmi ces résultats, le nombre d'essais cliniques qui ont été réalisés, vous voyez, près de 200 essais cliniques au cours des dernières années, la création d'un Living Lab qui permet de développer des solutions techniques pour venir
en aide aux patients de façon collaborative avec du personnel infirmier, de la participation des patients, de leurs familles et d'ingénieurs qui viennent développer des outils. Création de plateformes technologiques. Un exemple récent est l'acquisition d'un équipement de TEP IRM, un équipement vraiment performant qui permet d'observer à la fois la morphologie et la fonction du cerveau en même temps, et qui est le premier en France à avoir une activité double au bénéfice de l'hôpital, mais aussi de la recherche. Et puis il y a des premières mondiales, la start-up incubée Cartera par exemple, qui a créé un dispositif qui permet d'ouvrir la barrière entre le sang et le cerveau de façon locale, grâce à des ultrasons, de façon à faire pénétrer dans le cerveau des molécules qui sont empêchées par cette barrière, donc à visée thérapeutique. C'est aussi une autre entreprise incubée à l'ICM qui a développé un médicament contre la sclérose en plaques. Tout ça en quelques années. C'est un beau succès. Et donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'ICM, sur le contexte de l'ICM et surtout sur sa trajectoire. Parce que je crois qu'au-delà de la beauté du bâtiment, ces dernières années nous ont permis de montrer que ce modèle et cet écosystème tout à fait original, finalement est un succès, qui nous a permis de recruter de très bons chercheurs, qui nous a permis de faire des avancées médicales et scientifiques. Et donc, c'est un encouragement pour l'avenir et pour vous dire que si vous nous soutenez, en tout cas, vous pouvez voir le fruit de votre soutien à travers les succès de l'ICM. Donc voilà ce qu'il en est pour l'introduction. Je serais très heureux de passer la parole maintenant aux chercheurs qui vont vous parler de la maladie de Parkinson, des aspects les plus fondamentaux jusqu'aux aspects les plus cliniques. Et je crois que c'est une des forces de l'ICM, c'est de pouvoir avoir en un même lieu et travailler ensemble des chercheurs et des cliniciens-chercheurs autour de la même problématique. Je crois que c'est Stéphane Huneau qui commence. Et Stéphane Huneau est directeur de recherche à l'INSERM, au CNRS. Pardon. Et en tout cas, c'est un grand chercheur. Et il va vous parler de ce qu'il fait. C'est pas parler de la taille, mais qui va vous parler de son travail sur la maladie de Parkinson et la façon dont il modélise le processus pathologique. Je suis très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, peut-être que certains d'entre vous étaient là lors de cette rencontre, cette conférence. Et à l'époque, je vous avais parlé, je vous avais raconté une histoire sur une molécule neuroprotectrice sur laquelle nous travaillons. Cette année, je vais encore vous raconter une histoire, parce que je pense que pour illustrer ce que l'on fait dans nos équipes, en particulier dans la mienne, plutôt que de survoler et de vous montrer un peu les approches de façon un peu comme ça globale, c'est un peu barbant. Donc je vais vous raconter une vraie histoire pour que concrètement vous voyez exactement ce qu'on fait et ce qu'on peut découvrir. Donc dans notre équipe qui s'intitule, alors je vais essayer de trouver voilà, la présentation, qui s'intitule Thérapeutique expérimentale de la maladie de Parkinson. Ce que l'on fait concrètement, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à la mort neuronale dans cette maladie. Donc c'est quelque chose qui est assez en amont de la clinique finalement, mais c'est une étape essentielle, cruciale, parce que pour soigner cette maladie, il faut identifier les raisons pour lesquelles ces neurones dégénèrent. Et donc, identifier ces mécanismes nécessite des approches fondamentales. Ce que l'on fait, c'est de la recherche préclinique qui, bien sûr, on l'espère, aboutira à une solution clinique. Et donc, pour identifier ces cibles, nous utilisons un certain nombre de modèles. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Parkinson, bien entendu, et d'immunité.
le système nerveux central rencontre le système immunitaire. On va voir pourquoi. Tout d'abord, je voudrais juste introduire très brièvement quand même quelques notions pour qu'on puisse comprendre les raisons qui nous ont amenés à étudier cet aspect un peu particulier, donc à la frontière entre deux grands systèmes biologiques. Je laisserai le soin à mes collègues cliniciens de vous présenter plus en détail l'aspect clinique de cette maladie neurodégénérative. Juste dire que c'est une maladie du mouvement et que sur le plan neuropathologique, elle est caractérisée par deux choses essentielles. La première, c'est une dégénérescence neuronale, comme je l'ai dit, qui a lieu dans une région très particulière du cerveau qu'on appelle la substance noire. Une partie profonde du cerveau, que l'on voit ici sur une coupe transversale du cerveau, et ce sont les neurones qui sont localisés dans cette structure qui meurent de façon progressive au cours de cette maladie. Voici en détail cette région cérébrale, qu'on appelle donc la substance noire, du fait de la couleur, hein, vous voyez, noirâtre de cette région cérébrale. Et pourquoi cette région a cette couleur noirâtre? Eh bien parce que les neurones qui la peuplent contiennent un pigment, on appelle la neuromélanine, que l'on voit ici, cette granulation dans ces cellules. Donc ces neurones avec leur prolongement cellulaire. Et donc au cours de la maladie, eh bien, vous voyez que les patients perdent cette coloration noirâtre dans cette région cérébrale, qui est un index donc, de la disparition de ces neurones. Et si on regarde au microscope, hein, eh bien voilà ce qu'on voit dans le cerveau des patients. Vous voyez cette dégénérescence des neurones. Donc ça, c'est la première caractéristique. Bien sûr, elle est essentielle, puisque cette perte neuronale explique, bien entendu, le tableau clinique, les symptômes moteurs. Il y a toutefois une deuxième caractéristique qui est essentielle et qui signe également la maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle la pathologie de Lewy. Alors la pathologie de Lewy, c'est quoi? C'est en fait la présence dans ces neurones qui dégénèrent d'inclusions cellulaires qu'on appelle des agrégats. Ce sont des agrégats de protéines pathogènes. Lorsque ces agrégats sont dans les corps cellulaires, on appelle ça des corps de Lewy, mais ces agrégats peuvent se former également dans les prolongements cellulaires du neurone, on appelle les neurites, et vous en avez ici une illustration. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces agrégats de protéines sont constitués essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, d'une petite protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine. Et donc cette protéine, en fait, au cours du processus pathologique, s'agrège pour former ces gros amas que l'on appelle donc la pathologie de Lewy. Et c'est la raison pour laquelle on classifie la maladie de Parkinson dans une famille de maladies qu'on appelle les synucléopathies, hein, du nom de cette petite protéine qui s'agrège. Ce qui est intéressant également de constater, c'est que probablement au cours de l'évolution de la maladie, la formation de cette pathologie de Lewy progresse de façon assez stéréotypée dans le cerveau. Et ce que l'on pense, c'est que cette pathologie de Lewy, en fait, commence dans les parties très basses du cerveau et progresse au fur et à mesure pour atteindre les parties les plus hautes du système nerveux central. Donc il y a une progression, une propagation, si vous voulez, de la synucléopathie. Comment fonctionne cette agrégation? De façon très schématique, bien sûr, eh bien, ces petites protéines de synucléine vont commencer à former ce qu'on appelle des dimères, et puis ces dimères vont également s'assembler entre eux pour former des chaînes beaucoup plus longues de protéines d'alpha-synucléine, pour former ce qu'on appelle des oligomères, puis des chaînes encore plus longues et plus complexes, des fibres, jusqu'à la formation de ces gros agrégats que l'on voit au microscope dans le cerveau des patients. Ce que l'on sait également, c'est que cette propagation de neurone à neurone se fait probablement par la libération par des neurones déjà malades, et donc contaminés par la synucléopathie, la libération de petits agrégats
sous la forme d'oligomères ou de fibres, qu'on appelle des graines. Alors pourquoi on appelle ça des graines? Parce que ces graines sont capables finalement de compromettre la protéine normale d'un neurone voisin et de transformer cette protéine normale en protéine pathogène qui va à son tour s'accumuler. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de type prion, c'est-à-dire un mécanisme qui s'opère un peu de la façon comme dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec la protéine prion pathogène. Donc cette alpha-synucléine pathogène a un comportement un petit peu comme une protéine prion. Alors, bien entendu, cette agrégation de l'alpha-synucléine, cette synucléopathie, est probablement un élément clé dans les mécanismes de la mort des neurones dans la maladie de Parkinson. Toutefois, il y a d'autres hypothèses qui ont été formulées, et l'ensemble de ces hypothèses ne sont pas exclusives, et elles sont du reste, on le pense, liées entre elles. Une autre grande hypothèse est le déficit énergétique. Vous savez que dans les cellules, nous avons des organelles qui nous permettent de produire de l'énergie. Ce sont les mitochondries. Et il y a donc quelques années, je vous avais parlé de ces mitochondries et du déficit énergétique cellulaire dans la maladie de Parkinson, qui est une hypothèse très importante. Et on sait aujourd'hui que lors du processus de formation de ces agrégats, eh bien, il va y avoir une altération de ces organelles, des mitochondries, et donc la formation des agrégats de synucléine peut impacter la fonction des mitochondries, et donc peut impacter la production d'énergie dans les cellules, ce qui serait une autre étape dans le mécanisme de la mort neuronale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une troisième hypothèse sur laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années dans l'équipe, qui est l'hypothèse de l'immunité, et qui, encore une fois, vous allez voir, n'est pas exclusive, et qui est probablement liée à ce phénomène peut-être primaire, qui est l'agrégation de l'alpha-synucléine. Alors l'immunité, il faut rappeler ce que c'est que l'immunité, déjà. Qu'est-ce que l'immunité? Comme vous le savez, l'immunité, c'est la capacité des organismes vivants, de tout organisme vivant, à lutter contre les agressions extérieures. Ces agressions peuvent par exemple être d'origine pathogène, des virus, des bactéries, des parasites, etc. Et cette immunité, elle est orchestrée par ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi? C'est l'ensemble, finalement, des organes, des tissus, mais aussi des cellules spécialisées qui vont mettre en place cette réponse immunitaire. Et on distingue, dans la réaction immunitaire, deux grands types de réponses. La réponse dite de l'immunité acquise, qui a une capacité de mémoire, c'est-à-dire que lorsque les cellules de l'immunité acquise, et en particulier les cellules T et les cellules B, qui produisent des anticorps, vont rencontrer un antigène étranger, eh bien, vont garder en mémoire cette rencontre primaire, et si notre organisme rencontre une seconde fois le même antigène, eh bien, cette réponse qui a donc été mémorisée va s'opérer de façon plus rapide et de façon plus intense. Mais l'immunité acquise ne peut se mettre en place que si l'immunité innée ou naturelle a été activée. Et donc l'immunité innée et naturelle, qui est l'immunité la plus rapide, qui est la première ligne de défense, est extrêmement importante pour l'ensemble des réponses immunitaires. Et cette immunité naturelle, qui est ancestrale, qui existe même chez les invertébrés, alors que l'immunité acquise n'existe que depuis, au cours de l'évolution chez les vertébrés, cette immunité naturelle est notamment prise en charge par une population de cellules qu'on appelle les macrophages. Pourquoi j'insiste sur ces macrophages? Retenez bien ce nom. Eh bien parce que vous allez voir que dans le cadre de l'immunité au cours de la maladie de Parkinson, ces macrophages jouent vraisemblablement un rôle aussi important. Alors ces macrophages, comme je vous l'ai dit, représentent la première ligne de défense. Si l'organisme rencontre des pathogènes, par exemple, virus, bactéries, parasites,
ces macrophages vont être activés par ces agresseurs et libérer des médiateurs inflammatoires, vont être capables d'ingérer éventuellement ces agresseurs, ce qu'on appelle dans notre jargon la phagocytose, et vont réguler la mise en place de l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'immunité douée de mémoire. Et puis si tout se passe bien, si notre système immunitaire fait bien les choses, ce qui va se passer, c'est que l'agresseur va être éliminé. Il va donc y avoir une phase de résolution de l'inflammation et des phénomènes de cicatrisation, c'est-à-dire de réparation des tissus. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë, quand tout se passe bien. Toutefois, parfois, notre système immunitaire, pour diverses raisons, n'est pas capable d'éliminer cette agression. Et lorsque l'agresseur, finalement, persiste, eh bien, la réaction inflammatoire va devenir chronique, va durer dans le temps, et c'est alors qu'on peut voir apparaître des phénomènes de toxicité pour nos cellules, pour nos tissus. D'accord ? Donc, retenez bien, l'inflammation aiguë, parfait, tout se passe bien. Inflammation chronique, gros problème. Et on va voir que la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative chronique, eh bien, tombe probablement dans cette catégorie. Alors, comment les pathogènes, ou plutôt comment les macrophages reconnaissent ces pathogènes? Eh bien, ils les reconnaissent grâce à des récepteurs, on le verra un peu plus tard. Ces macrophages peuplent l'ensemble de nos tissus. On en trouve dans tous nos tissus. Dans le foie, dans les reins, le cœur, les poumons, dans l'épiderme, la peau, il y en a partout. Et il y en a également dans notre cerveau. Et dans notre cerveau, les macrophages donc, du cerveau sont des cellules résidentes, ce qu'on appelle les cellules microgliales. Vous savez que dans notre cerveau, on a bien entendu des neurones, mais il y a bien d'autres cellules dans le cerveau. Les neurones ne vivent pas isolément. Et parmi ces autres populations de cellules, il y a ces macrophages, ces cellules microgliales, que l'on peut voir ici, sur une coupe de cerveau, par exemple, de souris. On estime à peu près qu'en fonction des régions cérébrales, ces cellules microgliales représentent entre 15 et 20% de l'ensemble des cellules du système nerveux central. Donc elles sont très nombreuses. Dans la maladie de Parkinson, ce que l'on voit, c'est que ces cellules microgliales, au cours de la maladie, adoptent une morphologie qui indique qu'elles sont à activer. Donc vous avez ici des cellules microgliales dans la substance noire, cette fameuse région dans laquelle les neurones dégénèrent. Ici, chez un sujet contrôle, vous voyez donc ces cellules microgliales ramifiées avec des fins prolongements à proximité des neurones dopaminergiques. Et ici, chez un sujet parkinsonien, où l'on voit que la morphologie des cellules a changé. Notamment, ce que l'on peut voir, c'est que le corps cellulaire des cellules a gonflé et que la ramification s'est un peu appauvrie. Et ça, c'est un signe, ce changement morphologique est un signe d'activation. C'est un signe que ces cellules microgliales ont rencontré quelque chose qui a fait qu'elles se sont activées. Or, lorsqu'un macrophage est activé, par un agresseur par exemple, comme je vous l'ai dit, ce qu'il fait, c'est qu'il développe une réaction inflammatoire et notamment, il produit des médiateurs inflammatoires. Et ce que l'on pense, c'est que ces médiateurs inflammatoires, mais également des radicaux libres qui produisent ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est très dangereux pour les cellules, eh bien on pense que ces médiateurs inflammatoires et ce stress oxydatif produit par les cellules microgliales pourraient avoir des effets neurotoxiques sur les neurones dopaminergiques. Et il existe en effet dans la littérature un certain nombre d'éléments qui suggèrent que c'est le cas. Alors comment ces macrophages sont activés? Eh bien on sait aujourd'hui que ces macrophages en fait expriment à leur surface ici, surface de
de la membrane des récepteurs très particuliers qui sont capables de reconnaître des motifs moléculaires issus de ces agresseurs. C'est ce qu'on appelle les récepteurs Toll-like, que vous connaissez peut-être ou pas, mais qui ont valu, il y a quelques années, le prix Nobel à celui qui les a découverts, Jules Hofmann, chercheur franco-luxembourgeois. Et ces récepteurs sont ancestrales, ils existent dans l'ensemble du domaine du vivant. On en trouve chez les invertébrés, et du reste, ils ont été découverts chez la mouche. Chez l'homme, il existe des homologues de ces récepteurs, et chez l'homme comme chez la mouche, ces récepteurs permettent de reconnaître ces pathogènes. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais quel est le lien entre la maladie de Parkinson et ces pathogènes? Peut-être aucun. Mais en fait, ce qu'on s'est aperçu récemment, c'est que les agrégats d'alpha-synucléine, ces fameux agrégats, cette fameuse synucléine qui s'accumule, sont capables d'être reconnus par ces récepteurs. Ils se fixent sur ces récepteurs et par ce biais activent les cellules microgliales. Et les cellules microgliales ainsi activées par les agrégats d'alpha-synucléine, eh bien, vont conduire au développement de processus inflammatoires et probablement neurotoxiques. Alors, ce que l'on fait dans le laboratoire, typiquement, c'est de rechercher des stratégies qui permettraient de rendre ces cellules microgliales moins inflammatoires et donc de les rendre moins neurotoxiques. Et typiquement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place, par exemple, c'est un exemple ici, des modèles de screening, des modèles d'inflammation, en fait, basés sur des cellules microgliales que l'on met en culture dans des boîtes en plastique et que l'on va stimuler par des agrégats d'alpha-synucléine. Et ces agrégats d'alpha-synucléine peuvent être soit synthétisés dans des tubes à essai, soit être dérivés, prélevés directement du cerveau des patients. Cerveau post-mortem, bien entendu. Et ce que l'on va faire, en fait, c'est que l'on va rechercher des molécules capables de contrer cette activation microgliale par ces agrégats d'alpha-synucléine, avec l'espoir d'identifier des molécules qui pourront avoir des effets anti-inflammatoires. Alors, bien entendu, on teste de nombreuses familles de molécules, des quantités assez incroyables de molécules, et pour le faire le plus rapidement possible et de façon la plus standardisée possible, on utilise pour cela un robot de culture, qui vous est présenté ici, qui nous permet de tester à la fois des centaines, voire des milliers de molécules, et de screener ainsi, identifier des molécules intéressantes. Et on travaille tout particulièrement en ce moment sur des classes particulières de molécules qui sont des classes d'antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'on a fait la découverte récente, une publication récente de ces dernières années, que la doxycycline, une classe d'antibiotiques particulière, avait ses effets anti-inflammatoires dans ce type de modèle. Alors on se dit, c'est une première piste, peut-être intéressante, avec peut-être de l'espoir. On va identifier une stratégie thérapeutique efficace. On se dit que peut-être que si on applique ou si on administre ces molécules aux patients, on aura peut-être des effets escomptés, mais peut-être pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, en administrant ces molécules, on n'est pas capable de discriminer les effets que ces molécules vont avoir sur les cellules microgliales, des effets qu'elles pourraient avoir sur d'autres macrophages qui existent dans le cerveau. Et oui, parce que dans le cerveau, il y a certes des cellules microgliales, donc des macrophages, sont les plus nombreuses, mais il y a d'autres populations de macrophages. Et jusqu'à présent, les chercheurs, en tout cas dans le contexte de la maladie de Parkinson, se sont très peu intéressés à ces autres populations de macrophages. Et on ne sait pas si ces autres populations de macrophages ont aussi des fonctions neurotoxiques, ou si ils ont d'autres fonctions, peut-être même bénéfiques.
Et donc on s'est attaché à cette problématique très récemment, en essayant finalement de chercher à savoir si ces autres macrophages, qui sont très peu étudiés, sont mobilisés au cours de la pathologie, et deux, s'ils ont des fonctions neurotoxiques ou pas. Et parmi ces macrophages, il y a une population particulière à laquelle nous sommes intéressés, qui sont les macrophages dits périvasculaires. Les macrophages périvasculaires, c'est quoi? Ce sont des macrophages qui bordent les vaisseaux sanguins du cerveau. Donc c'est une population très particulière de macrophages qui ne ressemble pas aux cellules microgliales, à cette population de macrophages majoritaire qu'on trouve à l'intérieur des tissus. Et donc ces macrophages périvasculaires, que vous voyez ici en vert, bordent les vaisseaux. Et on s'est aperçu, en analysant le tissu humain post-mortem de patients, que chez les sujets parkinsoniens, lorsque l'on regarde dans la substance noire, là où les neurones dégénèrent, c'est cette région ici, on s'est aperçu que le nombre de macrophages périvasculaires, ce sont ces cellules vertes que vous voyez ici, est augmenté par rapport à des sujets contrôle, à des sujets sains. Donc ça veut dire qu'au cours de la maladie, cette population de cellules, de macrophages, est mobilisée. Pourquoi? Pour quelles raisons? Comment? Ce sont les questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Mais pour répondre à ces questions, difficile de le faire avec du tissu humain post-mortem, parce que c'est un tissu qui est figé et qui ne nous permet pas, finalement, de savoir quelle fonction ces cellules pourraient jouer. Et donc, pour répondre à ces questions très mécanistiques, nous avons recours à des modèles expérimentaux. Et parmi ces modèles expérimentaux, nous avons des modèles murins dans lesquels nous développons la maladie de Parkinson, ce qui nous permet de manipuler ces différents mécanismes et de voir l'impact que ces manipulations ont sur la maladie. Et donc nous avons utilisé un modèle murin de maladie de Parkinson, et ce que nous avons pu constater dans ce modèle, c'est exactement la même chose que nous avons vu dans le tissu humain post-mortem, à savoir que chez les souris malades, au niveau de la substance noire, qui est ici en rouge, vous voyez, nous avons une mobilisation de cette population de macrophages périvasculaires. Donc on récapitule finalement, dans le modèle expérimental, ce que l'on voit dans la maladie réelle. Alors cette mobilisation de macrophages périvasculaires, quelle fonction est là, finalement? Est-ce que ces macrophages périvasculaires sont aussi neurotoxiques que les cellules microgliales ou pas? Et pour répondre à cette question, ce que nous avons fait, c'est que nous avons débarrassé la souris de ces macrophages périvasculaires dans le cerveau, et nous avons regardé l'impact de cette manipulation sur la mort neuronale. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc vous avez des souris contrôle, et ce que vous voyez ici, ce sont les neurones dopaminergiques qui sont marqués dans la substance noire. Donc chaque petit point marron représente un neurone, avec ces jolis prolongements ici en dessous. Vous avez ici une souris malade avec ses macrophages périvasculaires, et ici sans ces macrophages périvasculaires. Eh bien, vous voyez que lorsque les macrophages périvasculaires sont absents, vous avez beaucoup moins de neurones dopaminergiques qui survivent à la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette réponse de macrophages périvasculaires est neuroprotectrice. Contrairement à ce que l'on pouvait penser peut-être au départ, au regard de ce que l'on savait sur les cellules microgliales et leurs fonctions neurotoxiques, ce n'est pas du tout le cas pour cette population de macrophages très particulière. Et donc, nous avons dans notre cerveau des populations de macrophages différentes qui répondent à la pathologie, mais dont la fonction est complètement différente. Aussi, administrer une molécule qui agirait contre les effets neurotoxiques des cellules microgliales pourrait à la fois avoir un effet néfaste sur cette population et donc éliminer leur fonction neuroprotectrice. Et au final, le risque, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une absence d'effet thérapeutique
puisque vous allez avoir une balance entre des effets bénéfiques et des effets néfastes. Alors, par quel mécanisme ces macrophages périvasculaires protègent les neurones? Eh bien, nous avons émis une hypothèse qui est la suivante. Comme je vous l'ai dit, les agrégats d'alpha-synucléine sont libérés par les neurones, et cette libération va permettre la propagation de ce qu'on appelle la synucléopathie, c'est-à-dire de la pathologie de Levy. Or, ces macrophages périvasculaires, ici, qui bordent les vaisseaux, ont une particularité, c'est qu'ils ont une capacité d'ingestion, de phagocytose, d'ingestion de débris, beaucoup plus importante que les cellules microgliales, que ces macrophages du tissu. Et donc on s'est dit, peut-être que ces macrophages périvasculaires, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident à l'élimination de ces agrégats lorsqu'ils sont libérés. Ils débarrassent le cerveau, finalement, des agrégats. C'est peut-être leur fonction principale. D'autant plus qu'ils sont au bord des vaisseaux, et dans l'espace qui borde les vaisseaux, c'est un espace qui permet justement l'élimination du tissu cérébral, des débris, des déchets, vers le liquide céphalorachidien, puis vers le sang. Et donc pour tester cela, eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, encore une fois, enlevé les macrophages périvasculaires de souris malades, et nous avons regardé si cela avait un impact sur cette fameuse propagation de la synucléopathie. La réponse est la suivante. La réponse est oui. Vous avez ici des coupes donc, de cerveau de souris, et chaque petit point sur cette coupe ici représente la présence d'un agrégat. Les points bleus des agrégats qui sont dans les corps cellulaires des neurones, et les points rouges des agrégats qui sont dans les prolongements cellulaires. Eh bien, vous voyez que chez des souris chez lesquelles on a enlevé les macrophages périvasculaires, la quantité d'une part et la distribution d'autre part dans le cerveau est beaucoup plus importante, de ces agrégats, est beaucoup plus importante que chez des souris malades qui ont des macrophages périvasculaires. Et donc cette expérience nous montre que ces macrophages périvasculaires permettent de réguler finalement le phénomène de propagation de la pathologie. Une dernière slide pour vous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats maintenant? Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, pour lesquelles voilà, nous n'avons pas encore des résultats, mais nous espérons que dans les prochaines années, nous aurons ces résultats. Eh bien, la question c'est, peut-on stimuler ces macrophages pour obtenir un effet bénéfique et thérapeutique? Et comment les cibler de façon spécifique? Pour arriver à cela, il faut premièrement comprendre quels sont les mécanismes de prolifération de ces cellules. Vous avez vu qu'au cours de la maladie de Parkinson, on a une augmentation du nombre de cellules. Et on sait, en fait, que cette augmentation est due à une prolifération locale de cellules. Donc l'idée ici, c'est de booster encore un peu plus cette prolifération, de façon à avoir beaucoup plus de ces cellules le long des vaisseaux, et donc de façon à éliminer davantage, de façon plus efficace, ces agrégats d'alpha-synucléine. Donc comprendre les mécanismes de prolifération, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comprendre, identifier les récepteurs, c'est-à-dire les molécules qui sont à leur surface, qui sont responsables de cette stimulation, de cette prolifération. Parce que si on arrive à identifier ces récepteurs, alors on est peut-être capable d'identifier ensuite des molécules qui vont stimuler ces récepteurs, et donc stimuler cette prolifération. Donc ça, c'est tout un travail que l'on est en train de mener actuellement. Toutefois, nous avons commencé des expériences de ce qu'on appelle de preuves de concept, avec une molécule qu'on appelle la chitine. Je ne sais pas si vous connaissez cette molécule. En fait, la chitine, c'est quoi? C'est un polymère qui est extrêmement répandu. C'est un polymère naturel qui est extrêmement répandu sur notre planète, puisqu'on ce polymère, en fait, on le trouve dans la carapace de nombreux crustacés, d'insectes, de champignons. Et c'est l'un des polymères naturels les plus répandus sur cette planète.
Or, la chitine, il y a quelques années, a été montrée comme agent stimulant la prolifération des macrophages. Et du reste, il y a des essais cliniques à l'heure actuelle qui sont utilisés dans le domaine de l'arthrose, par exemple, une maladie inflammatoire chronique. Et donc, ce que l'on fait actuellement, c'est d'utiliser de la chitine ou des dérivés de la chitine, et on fait ça en collaboration avec un laboratoire du CNRS qui est spécialisé dans ce type de polymère, pour voir si l'administration au niveau cérébral chez nos souris malades est capable d'entraîner une prolifération de ces macrophages périvasculaires et donc d'obtenir un effet thérapeutique. J'en termine en remerciant tous nos sponsors et bien sûr en remerciant nos généreux donateurs qui nous permettent au quotidien de travailler et de réaliser ces nouvelles découvertes. Merci beaucoup.